parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur gilesparent.com, sur Spotify sous Parents et Amis, également à Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube. Il y a une date historique, on va en parler pas mal aujourd'hui. Je sais, parce qu'on a les statistiques des écoutes des podcasts, que quand on parle de la Radio de Québec, quand on parle avec les artisans de la Radio de Québec, il y a beaucoup d'oreilles. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il va y en avoir pas mal. Le 26 août 1987, la livraison des résultats des cahiers d'écoute compilés par la firme BBM à l'époque annonçait une première canadienne. La station de radio FM 93 de Québec rejoignait 573 200 auditeurs différents chaque semaine, record jamais battu depuis dans un marché comparable. Ces résultats phénoménaux ont mis en évidence une abondance de talents exceptionnels qui, additionnés, ont fait exploser l'antenne littéralement. Pour parler des 35 ans de ce moment historique, j'ai deux invités et ex-collègues avec moi au micro. D'abord, Claude Thibodeau, homme orchestre derrière ce succès sans pareil. Bonjour Claude, comment vas-tu? Ça va très bien. Tu viens de répondre à la question élémentaire. Beaucoup de gens disent, est-ce que Gilles Parent et Thibodeau sont encore des amis? Oui. L'émission s'appelle Parents et Amis. C'est extraordinaire. La question est réglée. La question est réglée. Tu considères ça comme réglé? Parfait. Et c'est vrai, on s'est parlé plus que bien d'autres qu'on n'a pas vus. Et Daniel Beaumont était directeur des programmes, artisan de la qualité et du talent en ondes. C'est quand même pas rien à l'époque du FM 93. Salut, bonjour. Gilles. Comment ça va, Dan? Ça va très bien. Écoute, merci d'être avec toi. Et je vais mentionner qu'on a quelques-uns des artisans de la radio à l'époque. On s'est rencontrés, puis Dan est assez responsable de ça. Chez Claude a travaillé aussi, mais... C'est surtout Dan. Dan a fait le gros du weightlifting, comme on dit en latin. Là. Hier, on était un groupe, on était 12 personnes. Ce n'était pas toute l'équipe. Ce n'était pas l'équipe qui a été là tout le temps, mais on a voulu faire une espèce de photo de Polaroid de l'été 86. On est le 25 août, ça veut dire qu'on est presque jour pour jour. C'est demain que ça sortait. C'est demain. Donc, on est un jeudi 25 août, au moment où on enregistre. Mais comme les podcasts sont écoutés souvent de longue haleine et à rebours, on le mentionne comme étant un élément historique. On l'a souvent dit, le FM 93 des années 80 a été une des stations les plus influentes, les plus espérées par les artisans. Tout le monde voulait travailler au FM 93 et des plus performantes de tous les temps au Québec. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont fait leur classe au FM 93. Je me disais, par où on commence? Mais commençons par parler. On ira à rebours sur tout ce que le 93 a vécu, mais de cette époque-là, je vais commencer avec Dan. Toi qui étais au programme, quand on regarde, on va le dire en bon québécois ou en latin, Claude, le line-up de l'époque, on se dit, mais voyons donc. Comment ça se fait qu'il y avait tant de monde? Est-ce que c'est parce qu'il était jeune et on ne savait pas qu'il allait être si bon? Ou vous avez senti par le flair, parce qu'il y a tellement de monde à la production, à l'animation, partout, qui ont fait des carrières en radio? Oui. C'est une pépinière folle. Oui. Donc, Es-tu surpris? Moi, je suis plus surpris aujourd'hui de voir comment on était nombreux dans le temps. Mais ça s'explique tout simplement parce qu'on produisait beaucoup plus de choses. C'est pas une course. Aujourd'hui, on a discuté hier que il n'y avait plus de production, de créativité, de stun sonore ou de couverture, d'enrobage d'événements qui est devenu artistique, comme vous le disiez. Il n'y a plus aucune couverture qui se fait. Donc, vous avez eu ici à Québec le Festival d'été. Si le 93 de l'époque était existant, il aurait utilisé ça et il aurait fait vivre l'événement 4 fois plus au niveau de l'excitation. L'implication. On faisait vivre un événement beaucoup plus haut et ça faisait quasiment partie du 93 d'événement. Mais on s'organisait pour créer cette ambiance-là. Ça, c'est un élément. C'est l'élément promo et marketing, mise en marché. Mais derrière ça, il y a quand même beaucoup d'artisans. Mais si oui, vas-y, Claude. Si tu permets, Dan. Moi, quand je suis arrivé au 93, en 82... j'arrivais de CJRP. Il y avait déjà une espèce de, renouveau énergique là, qui émanait de la station. Michel Noël, Martin Brendel et Jean-Marc Carpentier, mais Michel, qui était l'actionnaire majoritaire, avait des magasins de vente d'équipements de stéréo qui s'appelaient Stéréo... c'est électronique. C'est électronique, oui. Vous en souvenez. Et Michel croyait beaucoup que par la radio FM allait arriver, bien sûr, l'écoute massive et tout ça, mais il croyait aussi que forcément, ça allait faire vendre de l'équipement. Et lui, il voulait gagner, Michel, sur les deux tableaux. Il voulait vendre l'équipement, puis il voulait
vendre la popularité radiophonique. Alors, c'était un mariage de raison pour lui. Ça fait que quand je suis arrivé, il y avait déjà une amorce de ça. Mais c'était le 5 à 8 disco. C'est Marc Marié qui animait ça avec sa voix extraordinaire. La station était programmée par un ancien gars qui programmait des discothèques à Montréal, qui, lui, n'en avait que pour le dance et le disco. Et moi, j'étais d'opinion qu'on devait faire un virage plus pop-rock, si tu veux, là, tu sais, mais même plus rock-pop que dance. À l'époque, oui. Mais plusieurs des talents qui ont par la suite brillé au 93 étaient déjà là. Je vais te donner quelques exemples. Dan Coulombe, tu sais, qui est un producteur DC absolument Mix. extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Dan était là. Puis je lui disais à la blague hier, j'ai rapidement constaté que c'est pas Dan Coulombe qui allait s'adapter au FM 93, c'est le 93 qui devrait s'adapter à Dan. C'était le cas de quelques personnes aussi. Ce que nous avons fait, c'est ça. Ça a bien marché. Jean Baudry était déjà là. Marcel Charland, avec qui tu as travaillé pendant des années, qui a fait les nouvelles dans tes émissions, était là. Il y avait une bonne cohorte de gens qui étaient déjà là. Puis j'ai fait, moi, une espèce d'assemblage de personnes qui me semblaient adéquates pour, d'abord et avant tout, exécuter le cœur du métier, qui est celui d'être... Tu sais, notre métier, dans le fond, c'est d'être des disques jockeys. Oh oui. Et il y a peu de gens... Des vendeurs d'émotions, beaucoup aussi. Exactement. Beaucoup. Exactement. Des vendeurs. Tu as parfaitement raison. Et il y a peu de gens qui comprennent c'est quoi les vrais paramètres du métier. C'est quoi être disque jockey? Ouais. Si tu juste par la radio, tu dis « Hey, restez avec moi, vous allez gagner un beau côte en cuir tantôt sur radio. » Non, c'est pas ça. C'est plus que ça. Et quand tu as des gens intelligents dans toi, puis tu leur mets les yeux vis-à-vis de toi, puis tu dis « Regarde, si on veut gagner, c'est ça qu'il faut faire. » Ben, ils sont intelligents, ils allument, ils le font, tout le monde tire dans la même direction, puis ça donne les résultats qu'on connaît. Puis je suis apporté à dire, Dan, qu'il y a des disques jockeys, tu sais, des top 40 disques jockeys, des gens qui foulent les intros, comme on dit, on dirait que ça n'existe plus. C'est comme si c'était plus important. Moi, je suis un peu nostalgique, mais en même temps, c'est pas juste de la nostalgie, c'est ça que je veux expliquer à ceux qui comprennent rien. Les trois ici ont connu le top 40. Oui, top 40, oui. Très près. Et c'était ma formation radiophonique par CFLS, mais j'étais un grand auditeur de CFOM. Moi, c'était le monde du disque qui était le début de... J'ai travaillé dans des magasins de disques, j'ai fait de la disco mobile, mais ça, j'ai moins aimé ça, mais je suis devenu un grand DJ à la Vaux Brass dans le temps. Des grosses années, là, soyons honnêtes. Des grosses années, 2000 personnes par soir. Là. Et donc, ça, je veux juste te dire... mercredi jusqu'au samedi. Dan, faut que je te dise, on fait des parenthèses, puis avec le podcast, comme au baseball, on n'a pas de chronomètre, on peut y aller, mais il y a tellement de monde qui nous parle de la Vaux Brass parce que ceux qui l'ont pas vécu se disent, c'est quoi? Ben, c'est au Winners à Sainte-Foy. Ceux qui passent sur le 4 bourgeois, là, bon, vous voyez le Winners à côté, il y a comme, je pense qu'il y a un genre de spaghetti ou je sais pas trop quoi, c'était là. Puis il y avait des fils, là, quand on dit, tu dis 2000, mais quand on explique ça, puis qu'on parle de ça, des fois, il y a quelqu'un qui dit « Hey, moi, je travaillais là. Ouais. » Les culottes, des petites culottes vertes, les kills, puis tout. Fait que là, le monde dit « C'est quoi cette affaire-là? » Je dis « Attends, je vais vous donner un exemple. » J'ai dit un gars que j'ai bien connu, Dan Beaumont, qui a été programmateur musical, DJ, mais qui est après ça devenu directeur des programmes, un maniaque de radio comme il y en a moins, mais qu'il y en avait beaucoup à l'époque. Lui, dans la soirée, il pouvait mettre AC/DC suivi d'une chanson de Ritournelle des montagnes. Bavaroise. Bavaroise. C'était comme notre... Là, arrête, tu vas... Oui. Non, t'as peu. Oui. Ça s'enfilait parce que c'était comme un spot set. Un bloc publicitaire, puis on forçait la vente de bière. Mais c'est-tu... Pendant ce temps-là, après ça repartait, on les faisait... on les réchauffait tellement qu'il y avait soif. On était là pour vendre. C'était pour vendre, ça. Ça prend ça à soir. C'était l'endroit. Pour boire, il faut vendre. C'était l'endroit que tous les parties de bureau se faisaient. C'était à la Vaux Brass, les anniversaires, même les tables à pique-nique, Dan. Des tables à pique-nique. Il n'y avait pas de gros mobilier là. Non. Mais tu sais, dans la société nord-américaine à laquelle le Québec n'échappe pas, tu disais tout à l'heure, tu sais, que il y avait des, comment dirais-je, il y avait des phénomènes de masse. Oui. On va appeler ça comme ça. La manifestation des phénomènes de masse à la radio a véritablement commencé, parce que j'ai beaucoup étudié la question, ça a véritablement commencé 58-59. Ça s'est amplifié en 64 quand les Beatles ont fait l'invasion britannique et qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Soudainement, il y a eu un moment charnière. Un éveil, en fait. Oui, un éveil, un moment là. Et par la suite, ça à quoi on a assisté, c'est que, pour utiliser du mauvais français, tout le monde était sur la même page. Il y avait dans le fameux magazine Billboard une chart, vous la connaissez très bien tous les deux, qui s'appelait le Hot 100. Oui. Puis il y en avait juste une. Ce qui fait que sur la chart Hot 100, tu pouvais avoir en première position cette semaine les Rolling Stones avec Start Me Up.
je dis n'importe quoi, là, Ouais. suivi de Dolly Parton, qui Ouais. était une chanteuse. Here we go again, c'est ou ça? 9 to 5. Ou Oh, oui. Ouais, Ouais. exact, j'allais le Ouais. sortir. Et pourquoi c'était comme ça? C'était parce que les formats radiophoniques qui diffusaient de la musique voulaient atteindre le plus grand nombre de gens possible en même temps, tout le temps. Alors, des stations magistrales comme WABC à New York, ou il y en a eu plusieurs autres, WYNC, puis etc., nomme-les, ces stations-là programmaient toujours pour que le dénominateur commun le plus haut soit atteint tout le temps. Et j'ai de nouvelles pour toi, ça marchait. Ce qui s'est produit quand le FM a explosé à la fin des années 80, puis il est arrivé le disco, vraiment disco. Là, je parle pas de Donna Summer, là, je parle vraiment plus de Dance, puis. vraiment très, 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 très dance. L'évolution s'est faite au FM, et là, les formats se sont fractionnés. Et là, dans le Billboard, tu avais la chart Hot 100, tu avais la chart rock, probablement. latino, Adulte. la rock, la Adulte, dance, tout ce que tu voudras. L'espèce de perron d'église où tout le monde était après la grand-messe, puis tout le monde se parlait, puis etc., puis tout le monde pensait à la même affaire et allait à la même place en même temps. C'est là que ça a explosé. Ça n'existait plus. Le monde le font, le top 40. La musique, tu mets sur une clé USB, puis tu mets dans Oui, ton char. oui. Moi, j'ai AC/DC suivi d'en bas. Je fais du T'en top fais des 40, mé- puis ça fait boîte à surprise. Puis je suis surpris toujours de voir qu'il y a des tunes de YouTube puis qui peuvent s'enfiler avec ABBA. Alors, automatiquement, je dis, hey, wow, Alors que si ça tu a bien écoutes coulé. Spotify, puis Ouais. tu t'abonnes à Spotify, à partir du moment où leur algorithme t'a identifié, qui se dit Claude Thibodeau, il aime Don Henley des Eagles, suivi de Tom Petty, ils vont te construire des playlists. Ils seront tu pas sais. éclectiques, ils sauteront pas partout, c'est ça. Ils vont dire que lui, il aime On va lui donner ça. les blondes avec des grosses poitrines, on va lui donner juste des photos de blondes avec des grosses poitrines. Tu sais, alors, ils font ça musicalement. Oui, Et- exactement ce qu'ils aiment. Mais tu peux pas sortir de ton corridor. À ce moment-là, tu découvres pas vraiment tant que ça de nouvelles choses. Mais ce que Dan a dit, moi, je le fais d'une autre façon, mais je sais. J'ai des amis. Écoute, récemment, j'ai fait un entretien avec Jeff Fillion, puis on s'est dit deux choses majeures que les gens connaissaient peut-être pas. On se sent des DJ, tous les deux. Il a commencé dans la musique. On se sent DJ. On était à 12, 13, 14 ans, comme certains, probablement que parmi vous deux, il y en a qui l'ont fait. On s'en allait quand il y avait le changement de patron au soir pour entendre les stations américaines, puis entendre les All McKay, puis les Z100 à New York, puis les stations Y100, c'était en Floride, mais quand même à l'époque. Donc, on tripait là-dessus. Ouais. Puis c'était la musique qui nous... Puis moi, même quand on faisait Zoo, je disais, la chance que j'avais, c'est que je mettais un gros jingle américain, puis j'embarquais une toune, tu sais, Don Henley, justement. Me permets-tu de prendre... C'était majeur, la musique. Me permets-tu de te... Je te permets tout aujourd'hui. Me permets-tu de te répéter aujourd'hui ce que j'explique à des jeunes aujourd'hui quand je fais des conférences, que de la formation... Sur les médias et autres. Sur la radio. Je leur dis, il faut que vous ayez l'humilité, si vous travaillez dans une station musicale, de reconnaître que vous êtes un disque jockey. C'est ça votre métier. C'est comme ça que ça Mettre en valeur la musique, dans le fond. Si ça s'appelle disque jockey, c'est parce qu'il y a deux composantes à ce que vous faites dans la vie. Vous jouez de la musique sur disque, comme tu l'as dit, des intros, puis des grosses chansons, puis on espère que le monde va aimer ça. Mais vous êtes un jockey. Moi, quand j'étais jeune, mon père aimait les courses de chevaux. Il m'amenait à l'hippodrome à Québec. Mais c'était du trot et âme, tu sais, avec un selkie à l'arrière. Si ces chevaux-là allaient à 20 000 à l'heure au maximum, c'était beau. Je trouvais ça plate. Je baillais dans les estrades. Un jour, mon père m'amène aux États-Unis dans une piste de course majeure. Je ne sais plus dans l'État de New York. C'était du turf, avec le jockey sur le dos du cheval. Oh! Nettement plus spectaculaire. Shit! Là, ça roulait? Là, ça fait... tring, les portes ouvrent, ils sont 10, ils partent, il y en a qui tombent, le feu est pris, ça court, ça casse, il y a de la boîte partout. tombe. Au fond, Léon, etc. Là, je me disais, ça, c'est excitant. Fait que je me suis renseigné sur ça. Savais-tu, Gilles, qu'aux États-Unis, il y a une norme, crois-le ou non, je ne sais pas pourquoi, mais qui dit qu'un jockey qui enfourche un cheval pour courir dans les courses sanctionnées, comme le Derby du Kentucky, il ne peut pas peser, habillé, plus que 92 livres. Ça fait que ça fait des gars qui sont tout petits, même. Pour ça, je n'ai jamais fait. Oui. C'est ça. Je voulais tellement. Ne retiens pas ton souffle, ça n'arrivera pas. mais sérieusement, 92 livres habillés, tu sais, puis il faut qu'ils montent sur la pesée avec le botte, puis le casque, puis tout. Puis Pour respecter le cheval, oui. ou quoi? J'ai posé la question à un connaisseur. J'ai dit, pourquoi 92 livres? Il m'a dit, le chiffre 92, je ne pourrais pas te le dire, ça a été arrêté par quelqu'un un bon matin quelque part. Mais il dit, le principe est le suivant. Si tu dresses bien le cheval, puis que tu ouvres les gates, puis que la cloche sonne, puis que ça part,
Un bon cheval, il attend même pas que le jockey donne des directives. Il part, tu comprends? Puis il court. Dans le prélard. Puis il court dans le prélat si tu l'as dressé pour faire ça. Puis il court, puis il peut courir sans dire jockey. Pourquoi tu te donnerais le trouble de rajouter 92 livres de viande sur le dos du cheval pour le ralentir? Il y a une seule raison. Le cheval, il peut tout faire sans le jockey, sauf une chose. Il ne peut pas exécuter une stratégie. Alors là, tu mets un jockey sur le dos du cheval, puis tu dis, regarde, ça va partir, là. Le cheval qui est à côté de toi, le Great Adios, lui, il donne une go en partant, puis il casse après. L'autre à côté, le Boston Rocket, il part lentement, lui, il part lentement, mais méfie-toi. Fait que ta stratégie, Bill, c'est que tu vas te mettre juste à l'extérieur entre Boston Rocket puis l'autre, puis dans le troisième curve, clenche, fouette ton cheval, tu vas gagner. Le jockey, il comprend ça. Le cheval, il sait pas ça, que c'est ça qui va arriver. Alors moi, je dis aux animateurs, quand vous êtes 10 jockeys dans une station de radio, on pourrait faire sans toi. On pourrait jouer de la musique sans toi. Pourquoi est-ce qu'on se donne le trouble de là? Et de te payer. C'est parce qu'on veut que tu exécutes une stratégie, que tu dises, hey, oubliez pas, soyez avec nous, demain on est au Vieux-Port, la Gora, pour faire telle affaire. Mais faut pas que tu ralentisses le cheval. Ôte-toi des jambes. Faut pas que tu pèses plus que 92 livres. Compte pas ta vie. Dis pas, j'ai changé ma fournaise hier. On s'en calisse-tu? Pas mal, oui. Ferme ta gueule. À CFLS, on était très sévère sur la durée. Les intros, beaucoup plus sévère. Les interventions, c'est épouvantable. C'était vraiment la leçon top 40 qu'on suivait. Vraiment, vraiment. Puis moi, comme je vous parlais du top 40, j'ai toujours aimé cette formule musicale-là qui était surprenante en ondes. C'était comme je disais avec la clé USB. Le monde aimait à entendre quelque chose de totalement différent après. Donc, Dolly Parton, suivi de Michael Jackson, suivi évidemment avec du contenu québécois aussi, là. Mais on faisait attention, moi et Dan Tremblay, on a travaillé quand même. Beaucoup ensemble. Nos deux ensemble à la discothèque, quand je suis rentré par la discothèque aussi au 93. Mais j'ai remplacé Dan Tremblay, directeur musical, à partir de 81. Il est allé retrouver Claude à CJRP à ce moment-là. Moi, j'ai rentré, j'étais déjà là, je suis rentré en 78 et je suis devenu directeur musical à partir de 81. Et après ça, je suis tombé dans la guerre à la fin du top 40 CFLS AM avec la guerre des ondes avec le FM. Le FM, mais c'est ça. Ce qui est disparu, ce qui était plate dans tout ça, c'est que pourquoi que le milieu a décidé de laisser le top 40? Moi, je dis, qu'est-ce qui empêche, c'est peut-être vous deux qui allez me répondre à ça. Il y en a qui disent, ouais, mais tu peux pas parler, être comme un cheerleader sur une intro de disque. Moi, c'est le même que je vous voyais. Qui surfe sur la trame musicale d'une intro. Moi, je trouvais ça. Même s'il voulait le faire, d'abord, qui serait capable de le faire en 2022? Oui, mais un ton plus haut. Faudrait le renseigner, deux. Oui. Mais je me souviens à l'époque que je dirigeais FM 93, puis c'était une station qui était assez typée rock. Puis il y avait des stations qui étaient beaucoup plus pop, tu sais, qui jouaient des affaires plus marshmallow, etc. Puis quand on faisait des focus group, puis qu'on rencontrait des gens, puis qu'on faisait de la recherche, je disais toujours aux gens, tu trouvais pas ça quétaine d'entendre ABBA après une chanson de Sting suivie de quasiment Mireille Mathieu, tu sais? Puis les gens me disaient, les femmes surtout, me disaient, non, pour moi, c'est de la variété. Alors, ce que moi, avec mon cerveau... C'est des bonnes chansons, mais différentes. Ce que moi, avec mon cerveau de gauche, je percevais comme étant, on s'éloigne de la dictature, de l'orthodoxie, il faut qu'on soit rock. Tu sais, les femmes, eux autres, voyaient ça comme étant de la variété. Alors, le point que tu soulèves, Dan, à l'effet que pourquoi ils ne le font plus aujourd'hui, je pense que dans des gros marchés comme New York, Chicago, Philadelphie, il y a beaucoup de stations qui font encore du top 40 sur la bande FM. Il y en a. Il n'y a pas un char, mais il y en a. C'est drôle. Ça marche très bien. Ils le font comme ORM? Oui. Ah, ben, je n'ai pas entendu. Ce qui m'impressionne, c'est que ça m'amène à... On parle de cette période-là absolument foisonnante des années 80 en musique, mais je me souviens parce qu'il y a eu plusieurs FM 93. Il y a eu Harmonie FM au début. Après ça, il y a eu Quand Claude est arrivé quelques années après, où il y a eu un virage, comme tu dis, il y avait le dance qui s'installait avec Marc Marié. Je me rappelle de ça. Ça marchait. Oui, ça marchait très bien. Montréal était très disco avec Douglas, Coco Léopold, tout ça. Ben oui, c'est KMF. Mais donc, Québec a eu après ça une transition rock. Je me rappelle le Trafic lourd avec Claude Thibodeau et autres émissions. Mais je me rappelle d'une réunion, je ne sais pas si ça vous a marqué autant que moi, mais moi, ça m'a marqué, où Claude avait demandé, et Dan était probablement, je ne sais pas si c'était 84-85. C'était vraiment... Je suis encore à CFLS. AM Stereo. OK, bon. Alors, Claude va très bien se rappeler de ça. Mon petit fantasme. Rencontre avec... Puis Claude, il voulait faire participer le monde. Il voyait bien qu'il y avait une mutation, des changements dans l'air, un potentiel fou. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, il y avait John
John Ferguson qui était là, Jack, puis des autres. Moi, j'étais nouvellement arrivé de CFLS, il y avait un genre de tagueule.com. Claude m'avait dit, si tu peux te faire petit, ce qui était très difficile, reste calme un bout de temps parce qu'on va essayer de te faire... Parce que, tu sais, toi, t'arrivais de CFLS, tu sentais le diable autour de ta tête. Toi, c'est ceux qui nous ont fait fermer, puis tout ça. Fait que moi, j'avais le même sentiment. Mais cette réunion-là, donc j'en reviens, à un moment donné, une réunion, puis Claude parle de musique, puis il parle justement d'un virage possible vers le top 40. Et je pense que c'est une période genre la tonne Hélène de Rock Voisine, des choses à peu près là. Il y avait des chansons qui étaient pas très rock là. Puis je me rappelle, les animateurs avaient fait un tour de table, c'était intéressant, tu disais à tout le monde qu'est-ce que vous en pensez. Puis je me rappelle, je pense que c'est John Ferguson, ça n'a pas d'importance qu'il le dit. Il avait dit, nous autres, on trouve ça important, la complicité entre l'animateur puis l'auditeur, puis tout ça. Puis je me rappelle qu'il y avait 2 écoles de pensée dans la salle. Absolument. Il y avait une bonne... Donc, tu étais là, tu te rappelles. Il y a une discussion vraiment franchement intéressante où des gens disaient, puis Claude avait comme dit, qu'est-ce que vous voulez? Faire de la radio que vous aimez ou faire de la radio que les gens vont aimer? Ouais. C'était la question, Claude. Entre toi et moi... Tu te rappelles, c'est ça qui a fait la décision d'être plus top 40, à mon avis. Là. Puis il y a 2 autres facteurs. C'est que quand on a eu notre fermeture historique puis qu'on est revenu, le CRTC a autorisé notre réouverture et nous a donné une licence dite rock, mais que nous devions accomplir en marchant les fesses serrées pendant 1 an avec 60% de contenu français. Et je recevais toutes les semaines à mon bureau littéralement des appels à la bombe. Tu sais, des gens qui disaient... Voyons. Ben oui, les gens disaient « Hey, tabarnak, j'ai signé une pétition, t'as formé une station rock, je viens d'entendre Gilles Valiquette, pas ça qu'on veut, on veut Iron Maiden. » Fait que tu te dis... Freedom. Ça commence là. Oui, Freedom. Tu sais, moi, je me disais, on sera jamais capable de satisfaire ces gens-là. C'est chaume qu'ils veulent. Puis on peut pas, techniquement, légalement, être chaume, même si on voulait. Alors, ça ne nous donnait pas d'autre choix que de migrer vers autre chose. Ce que nous avons fait... Et le pop te donnait probablement plus de choix. Est-ce qu'on se comprend? Le pop rock dans le milieu. Je me souviens d'un certain Gilles Parent qui travaillait comme disc jockey samedi après-midi quand il faisait du gros soleil, puis il criait dans les intros de Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, tu sais. Puis c'était excitant, puis etc., tu sais. Mais je me souviens aussi d'avoir eu une discussion avec Guy Rouleau, que vous avez bien connu, très bien. Qui était un excellent disc jockey. Pas à peu près. Un des bons à CFLS à l'époque. Un des numéros 1. Puis un des meilleurs. Puis il est venu travailler avec nous en 93. Guy animait Radio 70. Radio 70 le dimanche. Qui passait le dimanche. Et Guy Rouleau était un gars qui en mettait. Tu compris? Quand il remplissait Roller d'April Wine, là, ôtez-vous de là. Et moi, je disais, lui, il me disait, Guy, quand je le croisais dans les lancements de disques, je vous écoute, Claude, vous avez de la bonne musique, vous avez une bonne qualité, mais hostie que vous êtes plate. Il me disait ça. Il dit, vous êtes plate. Je dis, comment on est plate? Vous n'êtes pas excitant, vous n'êtes pas... Mais je dis, Guy, quand je vous écoute à CFLS puis que je t'entends remplir des intros, la musique est bonne, toi t'es bon, mais tu dis CFLS, la meilleure radio au monde. C'est pas vrai. Tout le monde le sait que vous êtes pas les meilleurs au monde. Tu sais, les meilleurs au monde, c'est WBC, c'est Y100 à Miami avec Sonny Fox le matin. C'est ça, les meilleurs au monde. C'est pas vous autres. Puis ceux qui ont sorti, qui sont allés plus loin qu'au Lodgeshire, ils savent. Fait que arrête. On se rejoindra jamais parce que vous autres, vous en mettez. Puis nous autres, on avait Jean Baudry en ondes l'avant-midi qui disait « Voici Bruce Springsteen ». À Chaume, c'était « Bruce Springsteen ». On n'allait pas jusque-là. Non. Mais alors, il fallait faire un virage, il fallait faire un changement. Il fallait faire venir les deux. Je vais défendre Guy, vu qu'il est plus là. Dieu est son âme. Ouais. Il doit parler fort devant Dieu, ça c'est sûr. Donc, Ted Silver, ça fait 2 fois qu'il l'a dit sur mon Facebook, dans le Beaumont Archive, donc qui dit, il l'a dit encore il y a 2 semaines, que CFLS était une des meilleures stations top 40 d'Amérique, toute catégorie. Oui. Donc, il n'est pas numéro 1, mais il n'était pas loin. Il est dans le top 5 au moins. Oui. La façon qu'il l'a dit, c'est ça que ça veut dire. C'est vrai. C'est majeur. Oui. Je veux, avant qu'on passe à côté, on va revenir évidemment sur les années 80, mais je voulais qu'on parle de cette période-là trouble, Claude, particulièrement. Je sais que tu as mis beaucoup de temps là-dedans, 82 à 84, parce que tout ça mène à la fermeture. Il y a des gens qui sont plus jeunes qui nous entendent, à qui je parle de ça. Hein, fermeture de quoi? Parce qu'il y a eu la fermeture possible qui était annoncée de choix en 2004. Oui.
je pense. Sauf que ça s'est jamais produit. On sait qu'il y a eu des tractations, ventes obligées. Et je pense que l'histoire est plus connue parce qu'elle est plus... Il parlait de liberté dans ce temps-là. La liberté, effectivement. Mais liberté, c'est un mot majeur même dans les grosses années du 93, à mon avis. Liberté de création, de production, d'animation. Mais il faut quand même... Je veux qu'on revienne sur les événements puis les raisons qui ont amené... Pas tout refaire, parce que je vais faire entendre un extrait, la longue version du dernier soir, mais expliquer qu'est-ce qui fait que le 93 a été assez méchant pour qu'on les ferme. Ben, la réponse tient à peu près 2 minutes et demie. Je vais te la donner. Vas-y. Je vais faire mon sélection du Reader's Digest. Je vais te résumer ça. Au milieu des années 70, il y a un nouveau président qui arrive au CRTC. Il s'appelle John Meisel. C'est un universitaire. Il enseigne la communication dans les universités. Il se fait nommer. Le gouvernement fédéral lui dit, il y a une grosse chose qui est en train d'exploser aux États-Unis, c'est la radio FM. On devrait faire ça au Canada aussi. Meisel dit, avant de le faire, je vais voir comment ça marche. Il traverse l'autre bord de la frontière, il va dans des grandes villes, mettons Chicago, puis il va voir des stations qui sont très populaires au FM, puis des stations qui ne marchent pas au FM. C'était très objectif. Et il se fait dire dans les stations qui ne marchent pas, vous savez, nous autres, on appartient à la grosse station AM, là, qui a aussi 2 stations AM dans le marché, puis eux autres, ils s'en occupent pas. FM, c'est pas important. Il traverse au bord de la rue, il va voir les stations qui étaient en train de torcher tout le monde, puis il se fait dire par ces gens-là, nous autres, on est des indépendants. On ne peut pas se fier sur les rentrées d'argent du AM. Le vaisseau amiral, il n'a pas. Il n'a pas. Si on ne paye pas le loyer à la fin du mois, puis les chèques passent par la banque, on est fini. Il faut que ça marche. Exact. Meisel revient au Canada, va voir CRTC, il dit, je vais en développer des stations radio, mais ça va être des stations indépendantes. Parce que si on les donne à CKC, puis à des grands groupes, comme ces Ils peuvent dormir. Ils vont dormir. Ils ne voudront pas faire mourir leur poule aux œufs d'or. Vache à lait, dans le fond. Alors, Meisel prend tout le monde à contre-courant. Il donne des stations de radio partout au Québec. CIMO, à Magog, CIG. CHRC-FM. C'est ça? Non, CHRC existait déjà. CHRC-FM, c'est ça. CHRC-FM. Était déjà là. Était là avant, OK. Il en a donné, écoute, il y a eu CJMF à Québec, il y a eu Chic, les autres. C'est CJAB, Chicoutimi. Non, mais 82. Ils ont tous donné à des groupes indépendants et tout ce monde-là partit en même temps et tout le monde allait plus. C'était pas payé, c'était le fun, ça commençait. En 82 arrive la récession. En 82, moi, sur mon hypothèque, ma maison avec les assurances-vie, je payais 22,25 de taux d'intérêt. Ça te donne une idée. Fait que l'économie est au ralenti, les gros chars se vendaient plus, ça allait mal, les clients, on ne sait pas. Toutes les stations saignaient du nez, ça allait mal partout. Les gros groupes qui n'avaient pas eu les grandes stations dans les villes où ils avaient déjà des stations AM, Trois-Rivières, Québec, etc., ils ont dit « Nous autres, on n'a pas de problème, on a les poches pleines. » Ils ont pris leur valise, le carnet de chèques, ils ont fait le tour du Québec, ils ont tout acheté. M. Boulard, Magog, il a vendu. Tout le monde était dans le trou, fait qu'il vendait. Oui, ils vendaient. Puis eux autres, ils intégraient ça, une réceptionniste, un service comptable, déménager. Pour 3 stations, 4 stations. C'était fantastique. Ils sont venus à Québec, ils sont allés voir les associés de CGMF, dont je n'étais pas à l'époque, je n'étais pas là. Puis on dit « Hey, on sait que vous saignez du nez, vendez-nous. » Les gars, ils ont dit non, c'est tough, on va passer à travers. Fait qu'après avoir fait le tour du Québec, ils sont retournés voir le CRTC privément, en lobby, puis on dit hey, les cabochons à Québec, là, qui ne veulent pas nous vendre, là, vous ne pouvez pas stopper l'expansion de nos grandes entreprises à cause d'une gang de cabochons. Faites des audiences publiques, donnez-nous des stations. Le CRTC annonce qu'il va créer des nouvelles stations. C'est fantastique. Il fait les audiences. On va aux audiences et on dit au CRTC la loi de la radio, pas les règles, la loi, the Radio Act du Canada. C'est la loi, c'est constitutionnel. Ça vous oblige, comme CRTC, quand vous donnez des nouveaux services dans une ville, à le faire dans une perspective de complémentarité. C'est-à-dire que si vous regardez le paysage à Québec, puis vous dites, il y a Choix qui est un MOA contemporain, il y a CJMF qui joue de la belle musique, là, etc., puis du Charles Aznavour, etc. Si vous donnez des nouvelles licences, il faut que vous les donniez à un rock, un jazz, un country. Autre chose. Autre chose. Parce que la théorie, c'était il faut augmenter la qualité du service. La diversité. Voilà, je vois que tu as déjà lu des décisions de CRTC. tu connais la règle. Ben oui. Alors nous, on est allé leur dire, on n'a pas d'objection à ce que vous en donniez des nouvelles, mais respectez votre loi. Et le commissaire nous a dit, regarde, quand on voudra des conférences sur la façon d'appliquer le règlement, on sait qui on va appeler. 3 mois plus tard, ils donnent pas une licence à Québec, 2 nouvelles licences en même temps dans notre créneau. Ça fait que là, pour nous autres, il n'y a pas de diversité. Là. C'est la mort. Zéro. C'est la mort. Fait que nous autres, on prend l'avion, on va à Ottawa, on va rencontrer le CRTC en privé. On dit, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? C'est que là, ils nous ont dit, écoute, on comprend, pression, vous êtes des indépendants, les grands réseaux. Fait qu'ils ont dit, garde, disparaissez en dessous du tapis, là, fermez vos gueules pendant 1 an.
vous viendrez nous voir dans un an. Envoyez-nous une lettre par la malle dans un an. Et dites-nous qu'est-ce que vous voulez avoir. Et si ce que vous nous demandez, c'est quelque chose qui n'est pas déjà dans le marché, soudainement, il devenait respectueux de la règle. On va vous envoyer la licence par la malle. Fait que les actionnaires, moi, je n'étais pas là, les actionnaires sont revenus, puis là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a de pas pris du country, du jazz, c'est ça? Puis là, ils ont dit, il y a du rock, tu sais. Puis à un moment donné, le hasard a fait que moi, je passais par là, puis on disait, hey, toi, viens ici, puis fais-nous ça. Commence tout de suite, parce que, on a commencé. Le problème, c'est qu'on a eu du succès. Puis quand tu déranges Choix, tu déranges chez FLS, une station indépendante. Les stations sortent les vidanges sur le bord du chemin, puis quand les vidanges sont sorties, le truck du CRTC passe, il faut qu'ils ramassent. Fait que là, ils ont fait des audiences publiques. Que c'est ça que vous faites là? Vous jouez Margeau au lieu de jouer Ginette Renault. Ils nous ont emmenés en audience publique, puis là, ils nous ont dit... Puis, à l'époque, le nouveau président du CRTC venait d'arriver. C'était plus M. Meisel, il n'était plus là pour réaliser tout ça. C'était André Bureau, qui était... Un ancien télémédia? Un ancien président de télémédia. Il venait de l'industrie. Et tous ses chums lui disaient dans le business, t'as 2 problèmes dans la vie, André Bureau. T'as C'est quoi à Montréal qui te fait chier parce qu'ils ne respectent pas les règlements, puis pour se battre contre Chaume, ils jouent trop d'anglais, puis il faudrait que tu les mettes au pas, mais si tu mets au pas, ils vont invoquer que c'est de la discrimination, puis que les Anglais ont la vie facile, nous autres... Puis t'as une gang de TQ à Québec là, qui font pas ce qu'ils seraient supposés faire. C'est des indépendants, pas de réseau. Fais moins mal, tu leur fais mal. Si tu dois donner un exemple, fais donc ça à Québec. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il nous a fermés. En disant, les règlements sont faits pour être respectés. Alors c'est pour ça qu'ils nous ont fermés. On écoute ça, on va écouter ça ensemble, la version du 31 mars, 1984. Pour résumer notre philosophie, si vous le permettez, pour une fois, je vais tenter de vous lire ce que j'ai écrit. Les moments que je souhaitais le moins avoir à vivre sont traversés dans les prochaines minutes et c'est en équipe que le 93 a l'intention de le faire. Et je pense que les gens qui sont avec nous vont vous le témoigner. Vous savez parler au nom de 40 personnes et également au nom de 268 800 auditeurs, au nom de plus de 150 000 signataires de Survie 93, au nom de 175 000 personnes qui se promènent avec une ultra-carte dans leur poche. C'est dur. C'est également un honneur en même temps. Il y a eu toutes sortes de rumeurs, de légendes, de quand dira-t-on qui ont régné depuis même les premières heures de CJMF 93. Et pour faire d'une longue histoire, une histoire courte, je crois qu'il est juste qu'on revise un peu la chronologie des événements que nous venons de traverser. Je pense qu'il est bon que le public le sache. En 1978, il y a 4 hommes d'affaires de Québec qui ont proposé au CRTC de doter Québec d'un service de radio FM indépendant, nullement attaché à aucun grand réseau et qui devait être de format MOR. Le 15 septembre 1979, CJMF 93, la 2e station FM de Québec, voyait le jour. Il y a alors à Québec Choix FM, qui est une station MOR contemporaine, et CJMF qui devient une station MOR. À l'automne 1981, CJMF a de la difficulté à se sortir de l'encre rouge et le CRTC annonce son intention de donner d'autres licences. CJMF avise publiquement par lettre le CRTC. Une autre station, si elle est distinctivement différente de Choix MOR contemporain et de CJMF MOR, CJMF soutient que ça peut aller. Mais 2 stations, CJMF prétend que c'est trop. Au printemps 1982, le Conseil se prononce. Il fera entrer à Québec par la grande porte CITF, MOR et Chic, MOR musique de détente. Ça fait, avec la station radiophonique CJMF, 3 stations MOR. CJMF n'a pas de ressources et CJMF doit réagir. À l'été 82, CFLS de Lévis loge 2 plaintes officielles contre la première opération Survie 93. CFLS trouve que CJMF joue trop de rock et lui vole son auditoire. À l'automne 82, celui qui vous parle doit aller au CRTC pour expliquer la situation et consigner ce que CJMF va faire pour tenter de rejoindre les attentes minimum du CRTC envers une station FM au Canada, d'où qu'elle soit dans ce pays. En janvier 83, CJMF met en place toutes ses émissions de premier plan. Le carnet du 93, les mini-concerts, l'émission Bleu-Noir, les mots pour le dire, 2 temps 2 mouvements, Hebdo 93, Sport Weekend, les Six-Pack, 93 Live, l'intégrale, Flash Rock et de nombreuses entrevues spéciales. Ces émissions ont eu cours et sont toujours là. Nos artisans les réalisent et sont très fiers de le faire.
En janvier 83, CJMF diffuse 65% de contenu français, comme le CRTC l'exige, et 38% de contenu canadien, la plus haute cote de contenu canadien de toutes les stations de Québec. Un problème demeure, le CRTC maintient que la programmation de CJMF est à 97% rock. Nous ne savons pas si Véronique Béliveau sait que Je suis fidèle se classe au même rang que Highway to Hell de AC/DC. Mais le CRTC, lui, semble le croire et il a le droit de le dire, il a le pouvoir pour le faire. Et la Cour fédérale nous l'a répété la semaine dernière. En juin 83, CJMF dépose une demande en bonne et due forme que celui qui vous parle est allé déposer personnellement à Ottawa pour homologuer son statut, pour enfin tenter de régler le problème. Le Conseil accepte notre demande, mais ne l'entend pas. En janvier 84, CJMF est en audience publique ici à Québec. Choix FM et CFLS exigent, au nom de la défense de l'intérêt public, la fermeture du jukebox américain qu'est CJMF. Le 29 février 84, le CRTC ordonne à CJMF de cesser ses activités à la fin de son permis, ce soir à minuit, soit dans 5 minutes. Le reste a fait la première page à travers tout le pays et vous lisez les journaux. Ce matin, tous les artisans de CJMF ont choisi de se plier au jugement du CRTC. Le CRTC a un devoir et l'exerce, nous le croyons, de la meilleure façon possible. Nous le reconnaissons. Le passé radio de Québec a connu le cas de CFOM, vous vous en souviendrez. Mais le cas de CJMF peut se décrire pour emprunter les exemples que le commissaire Jean-Pierre Mongeau, qui siégeait à nos audiences, a utilisés, soit ceux d'un match de hockey. Pour utiliser le même genre d'exemple, sur celui du hockey, CJMF, à notre avis, vient de subir une punition d'extrême inconduite. Mais le match continue et les artisans de CJMF entendent bien revenir sur la glace. Vous savez, bien des gens ailleurs, par exemple à CFLS et à Choix et dans d'autres stations, ont souvent dit que le succès de CJMF était une loque, était une chance, que n'importe qui aurait pu faire autant avec autant de facilité. Les gens qui nous écoutent, les 200 000 détenteurs d'Ultracart et bien des gens, eux, pensent exactement le contraire. La personne qui vous parle a la profonde conviction que les gens qui m'entourent ici dans l'équipe de CJMF n'ont qu'une ambition à l'heure actuelle dans la vie, et c'est de prouver aux gens que de penser cette chose est une erreur et que le succès de CJMF est une question de talent, je pense. Dans la perspective où le CRTC entend que CJMF termine ses opérations, nous nous inclinons. Vous avez CJMF dans les oreilles actuellement, vous l'avez eu pendant plusieurs années. Vous l'avez probablement, comme nous, dans vos tripes. Et il y a des choses qui sont importantes à souligner puisqu'il nous reste 3 minutes. Le CRTC a déjà dit, et ce sera l'anniversaire du CRTC demain, le 1er avril. Le Conseil a déjà dit qu'il s'était penché sur les choses que demandent les gens dans l'industrie aux personnes qui font de la radio. Le Conseil a dit, et je cite, mot pour mot, le Conseil a pris en considération diverses opinions, les a comparées à celles des radiodiffuseurs du secteur privé, lesquels estiment qu'en d'un renouveau créateur, ce renouveau aura d'autant plus de chance, déclare, que seront limitées les réglementations générales qui ne font que nuire à cette expérimentation et à cette diversité que le Conseil veut justement encourager. Le Conseil a donc tenté de trouver une solution pratique à ce dilemme. Évidemment, on est rendu, comme le disait mon ami et confrère Dave Atkinson, ici même à Québec en 1975, au bout du chemin. Je pense que les gens de CJMF ne ressentent pas de colère. Ils sont probablement plutôt tristes. Cependant, nous avons l'intention de revenir. Nous rappelons aux gens, évidemment, que nous croyons fermement que CJMF a de bonnes chances de revenir. Nous croyons fermement à l'ouverture d'esprit des gens qui dirigent ce pays. Au nom de tous les gens qui travaillent ici à CJMF, en mon nom personnel, au nom des actionnaires de la compagnie, tout ce qu'on peut vous dire finalement, c'est merci beaucoup de votre support. On espère que vous allez continuer d'être avec nous. Il y a évidemment des musiciens qui se sont posés des questions et j'essaie de faire vite parce qu'il me reste 30 secondes avant de tomber en état d'illégalité. Il me reste 20 secondes. Il y a des musiciens qui nous ont demandé ce que nous allions faire dans le contexte de Ville de nuit. Eh bien, nous allons définitivement tenter de réchapper à la situation. Nous remercions nos auditeurs, nous remercions nos commanditaires, nous remercions les gens qui ont travaillé avec nous depuis 2 ans et demi.
il faut, je pense que j'arrête de diffuser sur cette station dans 3 secondes. De toute façon, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Ça saisit, hein? À chaque fois, ça fait plusieurs fois que je l'entends. Oui. Après, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, mais ça saisit. Puis j'ai le goût de te demander, à la suite de ça, quand tu dis on a confiance de revenir, est-ce que tu avais vraiment confiance ou t'espérais? Bonne question. Oui, on avait confiance. C'était de l'espoir. Oui, on avait confiance de revenir. On avait fait des pressions. On avait menacé d'aller en cour suprême pour faire casser les règlements du CRTC. Notre avocat, qui était un des plus brillants cerveaux légaux à Québec, André Jolicoeur, que je salue, Oui. André avait découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est que le CRTC, à l'époque, quand il donnait une licence, je fais ça simple, là, quand il donnait une licence, il disait, si tu es une station MOR, comme FM 93 l'était, il faut que tu joues au moins 70% de musique pop. OK? Puis si vous voulez savoir comment exécuter ça, allez voir dans le règlement, on va vous définir c'est quoi la musique pop. Puis là, tu ouvrais le règlement à la page 148, puis tu allais voir, et tous les genres musicaux populaires étaient expliqués, numérotés et décrits. Je te donne un exemple. De la musique rock était une musique enlevante, d'un tempo généralement rapide et faisant usage d'instruments amplifiés électriquement. OK. Fait que si tu grattais ta guitare acoustique comme Fiori Séguin, même si tu chantais du rock, ça n'était pas du rock, parce OK. que c'était pas Tu amplifié. n'as pas défini comme ça. Si tu jouais des croissants de soleil de Ginette Renault, mais qui avait un piano électrique en arrière puis une base électrique, techniquement, c'était du rock. Alors, les catégories étaient toutes définies comme ça, sauf le pop. Et quand tu arrivais au pop, c'était marqué tout ce qui n'est pas Le reste. tout ce qui était décrit ci-dessus. Ah oui. OK. Fait que Jolicoeur, André avait découvert qu'il disait, à ce moment-là, comme tu ne peux pas ouvrir le règlement et avoir une définition claire de ce qui doit être, ce qui compose 70% de la programmation de ta station, ça veut dire que si tu y vas à tâtons, puis tu fais au mieux selon tes compétences, mais qu'en écoutant ça, les gens du CRTC disent non, tu avais 12% de blues, 90% de rock, 8% de pop, retourne chez vous et mets 70% de pop, puis là, tu leur dis, mais c'est quoi du pop? Mais ils disent, regarde dans le règlement, mais c'est pas écrit. C'est tout ce qui n'est pas autre chose. Alors, c'est brillant. Jolicoeur avait donc étayé qu'il y avait ce qu'on appelle un principe en droit qui s'appelle le vagueness of the law. La loi est trop vague. Imaginez que vous en allez sur la route, puis il y a un panneau, puis c'est marqué « Roule pas trop vite ». Le policier va t'arrêter, va dire « Tu roulais trop vite ». Ben oui, mais c'est quoi trop vite? C'est 100, 150? Donc, c'était inapplicable. C'est ça que c'est. Inapplicable. Et quand on est allé rencontrer Francis Fox, la veille de notre décision si on allait en Cour suprême ou non, il a fait dans ses culottes. Parce que ses conseillers qui étaient là, On dit, ils n'ont pas tort. quand André a expliqué la théorie, les gens ont dit « Oh shit, as-tu une idée de ce que ça pourrait avoir comme effet, ça? » Pas juste pour nous autres au Canada français, tout le monde. au Canada anglais. On aurait pu faire tomber le pouvoir de réglementation du CRTC. Fait que là, ils nous ont dit « Faites confiance au système, tournez chez vous, faites pas de trouble. » Mais on a dit « Justement, vous nous avez dit ça il y a 2 ans, retournez chez nous, pas faire de trouble. » Puis garde, là, on est devant vous autres, on va fermer demain. Fait que on peut-tu vous truster? T'sais? Oui. Fait que là, fait que finalement, on a dit OK d'abord, puis on a déposé une demande, puis l'histoire... Mais c'est allé assez vite quand même. Ça a dû paraître très long, là, mais entre le 31 mars et l'ouverture au mois d'août, c'est pas si long, là. Il Il y a eu des séances en juillet. Oui, il y avait une raison très simple, Gilles. C'est que, souviens-toi, il y avait des... Changement de gouvernement, ça se peut-tu? Il y avait des élections fédérales qui s'en venaient à l'automne 84, donc... Mulroney qui est rentré en 84, Oui, je me rappelle. c'est exact. Changement, oui. Les élections qui ont amené Mulroney. Et à l'époque, il n'y avait pas de Bloc québécois. Il n'y avait que le Parti libéral et le Parti conservateur. Le chef de la députation fédérale à Québec, c'était Dennis Dawson, qui est sénateur aujourd'hui. Oui. Dennis emmenait large et Dennis sondait l'opinion publique à Québec. Et tous les sondages à Québec de ces sondeurs lui disaient ce qui va déterminer l'issue du vote cet automne, tantôt, là, ça va être le vote des jeunes adultes. Et là, Dennis disait
pouvez-vous sonder les jeunes adultes qui pensent du Parti libéral? Les jeunes adultes disaient « Hey, tu m'as fermé mon poste de radio, Ben mon oui. maudit. » Fait que là, Denis faisait de la pression, il nous le disait, il faisait de la pression sur CRTC en disant « Donnez-le à qui vous voudrez. » On s'en sacle. On ne dit pas de leur donner à CGMF, donnez-le à qui vous voudrez, mais il faut qu'il y ait une station de radio en ondes à Québec, juste avant les élections, pour que moi... Pour les jeunes, dans le fond? Ben oui, Ben oui. pour que moi, je puisse monter sur le podium puis dire, regardez, il y avait On a répondu. on a sanctionné les méchants, ils sont allés à la confesse, ils ont fait leur travail, ils sont venus, ils nous disent qu'ils ne pêcheront plus, on donne une licence, puis ça... Et le seul groupe qui avait l'équipement, Pour faire vite. c'était nous autres. Mais tous les autres groupes, Patrick Zabé avec des actionnaires, C'est quoi Montréal avec des prête-noms, Monsieur Chose de Chicoutimi avec des investisseurs locaux, eux autres, ils allaient voir notre banquier, qui était la Caisse populaire Laurier, puis ils disaient « Saisissez leurs actifs, on va les acheter. » La Caisse Laurier disait « Pourquoi on saisirait leurs actifs? » Ben, ils disaient « Parce qu'ils n'ont plus de licence, ils sont en défaut de leur prêt. » Fait que là, les banquiers nous ont fait parader. Puis on dit, vous êtes en défaut. Mais on paye, on fait nos paiements mensuels. Ouais. Moi, qu'est-ce que tu penses que je faisais à l'été 84? J'étais dans mon char, puis j'allais collecter les factures que les clients nous devaient. Vous devez? Mais t'essaieras de collecter quand t'as pas Quand t'as pas rien, ben non. Quand t'as plus le levier pour vendre la publicité, c'était très tard. Alors, on a réussi à garder nos actifs en s'hypothéquant chacun de notre bord jusqu'aux oreilles. Et le CRTC, il a fait des audiences. Tout le monde nous disait combien il était beau, il était fin. On a laissé le mot de la fin à André Jolicoeur, qui est allé devant le conseil, puis qui a dit « Tout le monde vous offre la copie, nous autres, on vous offre l'original. » Ils ont dit « Merci beaucoup. » Ils ont réfléchi. À quel moment que vous avez eu... Tu sais, c'est-à-dire que tu peux avoir... C'est un peu comme quand tu parles à un avocat. On a-tu une bonne cause? Je pense qu'on a une bonne cause. Il ne dira pas que tu vas gagner, tu comprends? Mais on a une bonne cause. C'est la façon de faire la plus cliché. Mais... À quel moment, Claude, vous avez... Parce que entre l'espoir puis de dire, oh, là, ça se peut qu'on l'aille, y a-tu un moment tournant? C'est-tu vraiment à l'audience ou... Non, c'est par la suite, quand on est... Parce que tu peux l'échapper aussi, là. Oui, on disait à notre banquier, qu'est-ce qui vous rassurerait? Le banquier disait, si vous arriviez avec de l'argent frais, beaucoup d'argent dans la compagnie, ça nous rassurerait l'effet que même si c'est pas vous autres qui l'ont, puis qu'on perd un peu d'argent en vendant vos actifs, puis tout ça, tu sais, que finalement, nous, comme banquier, on ne perdra pas d'argent. Ça fait qu'on fallait trouver 250 000 $. Ça fait qu'on a trouvé 200, c'était de l'argent en sacrement. Oui. Ça. Ouais. 250 000 $. Moi, j'ai hypothéqué la maison de ma mère, puis ma maison une deuxième fois, puis Jean-Marc, puis Michel, puis Martin, puis on a mis 250 000 dans un pot, puis on a dit à la caisse, tenez-vous tranquille. Laissez-nous travailler un peu, là. La caisse a dit, OK, c'est correct. On vous enlèvera pas vos actifs. Puis là, à un moment donné, je suis certain que plein de monde devait appeler à la caisse tous les jours. Moi, je l'entendais pas. Vous l'avez su comment, après ça, que le oui du CRTC? Un communiqué qui sort direct de même? Exact, rien de plus. Aucun coulage avant? Non, monsieur. Ça, c'est pété pareil. Hein? Quand c'est l'avenir, puis quand tu sais tout ce qui va se passer après, comment c'est majeur, cette décision-là est majeure. Là. Non, il n'y a pas eu de coulage. Puis on a eu la réponse le 16, puis le 18. Te rappelles-tu où t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? Comment t'étais où? Au bureau? J'étais au bureau. Est-ce que tu savais que la décision arrivait, mettons, demain matin? Là? Ils nous ont dit, vous allez recevoir une enveloppe, là, Pure Later, tantôt, là, avec le contenu. Mais on peut vous dire que c'est vous qui avez eu la licence. Mais je peux pas vous donner les détails au téléphone. Tu as su au téléphone? Oui, quelques minutes. Là, j'ai appelé mes collègues, mes associés. Ben oui. Puis il y avait plusieurs gens de l'équipe qui étaient dans la hall d'entrée. Tout le monde sautait au plafond. Ça fait que là, ça pressait. Dan Coulon m'a envoyé en studio en bas. On fait une promo qui a roulé en boucle là, pendant... La réouverture? Oui. On peut-tu la réécouter? Oui, on veut réécouter la réouverture, c'est sûr. Avant le coucher du soleil, 311 000 auditeurs vont retrouver la radio rock qu'ils méritent. Le FM numéro 1 à Québec, rien de moins.
qui est très drôle, c'est que ça joue en boucle sur les ondes, puis on l'entendait partout en ville, comme si le poste était déjà là. Oui, ben on avait légalement le droit de, c'est de ça. revenir, sauf qu'on voulait faire une entrée. Une entrée fracassante. Je me souviens, scoop pour toi, Jerry Boulet m'avait appelé, mon ami Jerry d'Offenbach, puis il dit « t'aurais pu mettre du Offenbach. » Fait qu'on avait fait une deuxième version, plus courte, qui a joué dans les genre 6-7 dernières. Est-ce que la fermeture d'une couple de mois a fait perdre des joueurs? Des employés? Oui. Parce que c'est bien beau de dire on garde tout le monde puis aller sur le chômage, mais du monde. Il y en a André Chouinard, qui était morning man, qui faisait des chouinardises le matin avant la fermeture. C'était en allée à Radio-Canada, je crois, comme réalisateur. Oui, il y a quelques personnes qui ont quitté. Tu sais, mais tu aurais été surpris, tu venais au bureau un mardi matin, là, puis il y a des matins, on aurait pu penser que la station marchait. Il y avait plein de monde là, tu sais, qui restait au bureau. Sarah, ces années-là, les années 80, c'est drôle parce qu'on dit la musique était... On parle des années 80, mais la musique était incroyable. Mais je pense que l'histoire l'a prouvé aussi. Le nombre de chansons des années 80 que même nos jeunes, moi, mon plus jeune chez nous va avoir 20 ans, découvrent dans des parties. Vous écoutez ça, vos Sweet Dreams de Eurythmics? Ben oui. Puis telle affaire. Puis là, l'exemple de Running Up That Hill de Kate Bush, qui revient à cause de la série. 1985. Puis ça a joué beaucoup. On appelait ça quasiment du airplay. Mais à cause de la série, voyons, on cherche la... C'est plus populaire. Ah, mais je la connais pas, la série. Mais okay. je suis au courant que c'est pas drôle de pas le dire. Numéro 1. Puis, on fait notre âge. C'était pas la toune la plus c'est populaire. Things, mais là, que je peux que c'était incroyable. En tout cas, peu importe. Je discutais avec Daniel Tremblay, qui était le directeur musical, qui était le collègue de Dan à l'époque. Puis Daniel, qui était un des individus. Stranger Things, excusez-moi. Oui. On vient de m'appeler sur la ligne directe. Stranger Things, parce que là, je vais me faire tirer des tomates. Oui. C'est une des plus grosses affaires au monde. Oui. Puis, juste 2 secondes sur ça, pour montrer que cette toune-là de 86, je pense, 85. C'est ça? 85, bon. C'est drôle parce que c'était le début du zoo en 85, c'est le cœur de tellement d'activités, beaucoup d'invasions britanniques aussi, les AA et les autres. Alors, mais j'ai dit, ces chansons-là, dans notre random, comme toi tu fais, moi je pars, j'ai à peu près, mettons, 1500 titres là, sur mon iPhone, puis je pars prendre des marches, puis je mets ça random, vraiment n'importe quoi. Il y a de tout là-dedans, puis comme toi, c'est une surprise. Surprise, moi c'est tout le temps surprise. Random, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça seul, parce que je suis avec ma blonde, on va dire, on s'en va où avec ça? Ouais. Mais je parlais avec Dan Tremblay récemment, le directeur musical de la station, et Dan me montrait, on échange beaucoup de matériel ensemble, puis il me montrait les dernières statistiques de Recording Industry Association of America, le RIAA, c'est ceux qui certifiaient les disques d'or dans le temps. Et eux disent que quand tu prends le total de tout le airplay en Amérique du Nord, au cours de la dernière année... Ça, c'est ceux qui ne sont pas vraiment des numéros 1, c'est ça? Tout. Quand tu prends tout ce qui joue, OK. Toutes stations confondues, les streaming, le Spotify, tout ce qui joue au-dessus du rayon des légumes dans ton épicerie, tout ce qui est recensé par les sociétés de droit et qui disent ça a joué, ça n'a pas joué, ça a joué. 77% de ce qui joue en Amérique du Nord à l'heure actuelle, l'année passée, c'est du matériel de plus de 15 ans. Alors... Es-tu surpris, Dan, toi, qui est un maniaque de musique, là? Oui, j'écoute la radio régulièrement. Je suis revenu un auditeur, un grand auditeur. J'ai été un grand auditeur avant aussi. Puis, surtout quand je viens à Québec, j'ai l'impression d'entendre le FM 93. Je pitonne constamment. Je suis à Choix, je suis au 93. On parle d'aujourd'hui, là. Oui. Puis, n'importe quelle station que j'ai en mémoire, qui sont les top stations, et à peu près... 8 fois sur 10. Des tunes que tu connais, de l'époque. Ou c'est des classiques de CFLS que le 93 a beaucoup utilisé. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'est sûr qu'on a fait des additions dans les shows de week-end, des succès rock des années 90, avec le temps qui se sont additionnés. Mais la base des week-ends qu'on entend à la radio, comme Pierre Pagé aussi, à Radio Énergie, c'est des classiques, c'est plus tendance rock, mais c'est l'époque des années 80. On a vu hier qu'il y avait de la grosse visite au Centre Bell. Au Centre Bell. Scorpions. Exactement. 11 000? Je n'étais même pas au courant. Donc, il y avait 11 000 personnes quand même. Toujours un petit accent rock à Québec, malgré tout, là. Tout le temps. Ça restait. Styx, ces groupes-là, Supertramp. Je travaillais à CJRP quand Michel Brazeau, pour la première fois, a produit un groupe à Québec lui-même. C'était Styx. Oui.
Puis c'était Mr. En 81. Mr. Roboto, peut-être que je 80 Non, peut-être? avant. Ouais, avant ça, en tout cas, peu importe. Il était venu me voir à CGRP, il m'avait dit, il faut que tu fasses mon spot, ma prod. Puis je me souviens d'avoir fait ça. C'était le premier vrai gros concert. Tu sais, Michel avait mis ses couilles sur la table. Ça marchait pas. T'es pas sûr, là? Ça marchait pas, il pétait aux frettes. Ça a-tu marché? Ça a marché, Ah oui, ça certain. marchait. C'est à l'époque Dreamer, c'est ça? Ah non, excuse, ça, c'est Supertramp. C'était de... Quel album, ça? Rockin' the Paradise. OK. The Paradise Theater. Paradise, OK. oui, OK. t'as raison. Ouais, OK, c'est ça. la tournée, ça. J'avais rencontré le band à la fin. Ça devait être visuellement très achevé aussi, même pour l'époque, là. Ouais. Puis Michel Brazeau, c'est un gars qui a été... Michel, c'est un gars très talentueux, très intelligent, regretté aujourd'hui, il a disparu. Michel a eu aussi... Il avait l'humilité d'admettre qu'il a été chanceux des fois. Je me souviens, il était venu me voir une journée, il dit, sais-tu que c'est que je vais présenter à Québec au mois de juillet? J'ai dit, non, je ne sais pas. Il dit, Bon Jovi. J'ai dit, es-tu sérieux? Tu sais, c'était Slippery When Wet, là, le gros... Oh, OK. tu sais, Ouais, je comprends. La grosse. Le pinacle de la popularité. Il dit, je les ai signés l'année passée. Il dit, il devait être mon opening act. Il dit, là, j'ai cancellé. Ils sont pognés avec moi. Mais oui, ils sont obligés de venir aux conditions Wow. dont De Michel- l'époque? Ben oui, dont Michel avait convenu. OK. Tu sais, Il a fait 2-3 piastres ce soir-là. Là. tu sais, puis nous autres, on a sauté dans le bandwagon. Juste avant, quand tu te rappelles ton annonce de Judas Priest, là. Oui, oui. Donc, quand ils sont venus, eux, la première partie, c'était John Bon Jovi qui Ah était oui, là. ça se peut bien, je peux pas Et tester. ils sont venus à la station avec Sambora. Marc Gauthier a fait une entrevue avec eux autres. Maman Magazine! Michel Brazeau avait dit je peux pas avoir les gars de Judas Priest, mais j'aimerais que vous fassiez une entrevue avec la Bon première Jovi. partie. Puis j'avais dit à Mike, je dis là, les premières parties, des fois, tu fais pas d'identification station avec eux autres. Et je dis là, fais attention parce que tu sais jamais ces maudits-là qui peuvent devenir numéro 1 d'entendre dire. Ils ont quand même fait une bonne tonne en 82, Runaway. Oui. Puis CFLS, ça va marcher. Donc, il y avait ça. Il y a à peu près juste ça comme gros hit. Puis Mais quand tu cherches une explication des fois au gros succès de FM 93 à l'époque, on était opportuniste, puis on était très marketing, comme tu sais. Quand Michel nous a dit ça, je vais avoir Bon Jovi, j'ai réuni tout le monde, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec Bon Jovi. Sincèrement, je ne sais plus qui a eu l'idée. Sincèrement, je ne m'en souviens plus. Mais on a dit, on va faire des bumper stickers, tu sais, des collants, des autocollants automobiles. Ah, Dan le sait. Ouais, c'est toi. Ouais. C'est Dan. Alors, on a fait des autocollants. Et là, on s'est dit, on veut pas que ça finisse dans des scrapbooks comme pièces de collection. On veut que ça aille sur le char. Sur le char. oui. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On a dit, c'est à la mode des bumper stickers de stations de radio Oui. dans le temps, là. Ben Fait oui. que là, on a dit, on va faire un concours, puis il va y avoir des gens postés à la sortie du stationnement, puis à toutes les 93 voitures qui passent avec un sticker. On donne quelque chose. On donne 93 piastres à la personne. Wow! Alors là, mais C'est là... un incitatif, ça. Ouais, mais là, quelqu'un a dit, ouais, mais là, les gens vont décoller le sticker. Fait que là, tu sais, le papier ciré en arrière, le peel back, là, comme on dit, Ouais. il va en avoir partout. La ville ne sera pas contente. C'est que là, on a dit, il faut qu'on évite le problème. On a réfléchi. Le peel back, c'est 2 morceaux. T'arrivais, après le concert, t'allais dans un Ashton avec ton petit carré, le plus petit des deux. Tu te faisais donner genre une poutine puis un Pepsi. C'était commandité par Pepsi. C'est à cause Puis de l'autre morceau, l'autre morceau du peel back, l'autre morceau du peel back, t'allais dans n'importe quelle pharmacie Brunet dans la semaine qui suivait, puis tu disais le mot de passe, slippery when wet, glissant lorsqu'humide, puis il te donnait une boîte de condoms. Ça fait que... À cause de toi, le taux de natalité a baissé à Québec. C'est ça. L'idée du condom, c'était peut-être la mienne. Ça, je sais pas. Là. Je sincèrement, oui, je m'en c'est toi, souviens c'est plus. toi. C'est Mais, tu sais, alors, on n'en manquait pas une. Et c'est ça Il n'y qui a avait fait pas la un différence. sticker sur le plancher du Colisée. Aucun. À rien. Ça, c'est fantastique. Même pas collé sur les murs, à rien. Je veux vous dire qu'il y a quand même, on vient de parler de toute une épopée, puis on n'a pas parlé quand même du zoo, pas du tout. Mais je veux juste vous ramener un peu à l'époque avec quelques identifications, puis après ça, on va parler un peu du phénomène, comment ça s'est produit. À Québec, FM 93,3, la radio numéro 1. C'est le meilleur FM. 93. On se met dans l'ambiance 85-86. Au déjeuner, tout le matin. Au 93. 93. Le zoo du matin. Tout est possible avec le zoo 93. À Québec tous les matins. Le zoo 93. C'était le 2 septembre 1985 que le zoo arrivait. Et j'ai l'impression que tout a été dit quand on parle du zoo, mais ça a tellement marqué, ça a tellement
été dans la lignée d'une station qui était marketing, parce qu'après ça, il y a eu les 1er avril, il y a eu les coupandables qui sont même à la télé. Encore là, une conjonction de talents folle. Et je pense qu'on va prendre 2-3 secondes, Claude, ne serait-ce que pour parler des débuts et à quel point le zoo aurait pu faire 4 mois seulement. Là. Parce que quand je vais expliquer un peu, puis si je n'oublie, tu me le dis. Donc, 2 septembre 85, l'histoire est que, dans le fond, moi, au mois d'août, j'apprends que Jean Baudry, sachant que les grosses têtes, on parle un peu de radio, mais j'ai pas le choix, les grosses têtes arrivent à Choix FM le matin, donc il y a Paul Paquin là-dedans, Mad Dog Vachon, tout ça, puis là, Jean Baudry trouve que c'est gros pas mal, fait qu'il dit à Claude, Louis Lebeau, fait qu'il dit à Claude, moi, ça va être beau le matin, là, je veux plus travailler le matin, parfait. Puis Claude, évidemment, il se tourne vers son frappeur de relève, il dit, toi, Gilles, ça t'intéresse-tu? Évidemment, moi, sans penser, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Fait que là, par hasard, je vais reconduire une amie à Toronto, mon chum qui est là à Toronto me fait entendre que Z101, en fait, c'était pas Z102, ça a commencé à Z102, mais il fait entendre une station de Buffalo qui rediffuse. On entend ça, fait que je reviens à Québec, je vais dans le bureau à Claude, je dis, connais-tu ça, le zoo? Le Morning Zoo? Il dit, oui, je connais ça. Il dit, j'ai vu ça, Radiant Record, puis Billboard, ça a commencé, puis c'est un certain succès, c'est en croissance, tout ça, fait que j'ai dit, on pourrait faire ça. Claude me regarde, il dit, es-tu drôle, toi? J'ai dit non. J'ai été honnête. J'ai dit, pas vraiment. Je fais des jokes, tout ça, mais je suis intelligent. D'après moi, si on écoute ça, on est capable de peut-être bâtir de quoi. Fait que ça a commencé de même. Puis dans le fond, ce qu'on a fait, Claude, a dit, écoutez, ça existe à Z102. Il a dit à Dan Coulombe, l'excellent producteur, et moi-même, il dit, vous sacrez votre camp en avion, allez écouter, allez voir, allez tâter, allez sentir l'affaire pour comprendre comment ça sonne. Fait que là, on va là, Broken Wings qui jouait dans ce temps-là, puis We Build This City, c'était vraiment, quand on tripait, puis Y100, c'était serré, puis tout. Fait que là, Dan était très bon en anglais, moi j'étais mauvais. Fait qu'il me dit, on passe devant 95, on va y aller, on va aller voir, Puis je pense qu'on va rentrer là, on verra s'ils nous mettent dehors une cresson dehors, mais on va essayer. Finalement, on est allé, 2-3 révélations, on arrive là, tous les animateurs sont debout, puis ils nous permettent, nous autres, écoute, on des tripeux de radio, nous permettent de rentrer dans le studio pendant qu'ils animent. Ça va pas ça. Là, écoute, Dan, moi, j'ai des frissons en parlant, parce que les gars étaient debout, puis là, c'est lui qui m'avait expliqué les pieds. Tu tapes du pied pour remplir les intros, c'est de même que tu défonds jamais tes intros. Donc, c'était ça, le top 40. Ceux qui nous entendent disaient quoi, taper du pied, c'est quoi des intros? Ils font plus aujourd'hui, mais à l'époque, on le faisait. Fait que je voyais le gars debout. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent que, mettons, depuis 10-15 ans, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la radio debout. Ah, là, c'est quoi? Là, je te parle de 85, là. On n'était pas là pantoute. Ah, c'est quoi? Alors, on revient, puis là, on part ça. Puis on a compris qu'il y avait la comparaison. Donc, on a surtout eu la chance de savoir qu'il y avait une compagnie américaine, American Comedy Network, qui avait un genre de cahier qui permettait d'acheter des sketchs puis d'acheter des idées. Fait que je disais à Claude, on va le faire venir. Puis Claude, sans aucun doute, ça va nous aider, un genre de guide. Ça s'appelait The Method to the Madness. Ah, je me rappelais pas. Mais écoute, donc, on part avec ça. La réalité, c'est que moi, je suis seul avec Paul Burroughs et Marcel Charland. Puis écoute, je suis pas un imitateur, là, tu comprends-tu? Puis j'ai pas l'intention de le devenir non plus, mais on essaie juste de prendre la formule et la mettre en place. Là, on est en septembre 85. On fait quelques coups, faire parler de nous autres, le fameux Tarzan Boy 33 fois. On commence à voir Pierre-Albert Tremblay, qui est un gars de Loretteville, que l'on croise, vient nous voir. Maître Bleu Pâle est le premier personnage qui apparaît. Pierre fait le Docteur Gangrène, parce qu'on a découvert le Docteur Gangrène en parlant trop proche du micro une fois avec Pierre Rousseau. C'est une des affaires les plus niaiseuses de la vie. Les gens disent, comment c'est arrivé, ce Docteur? Il y avait des t-shirts Docteur Gangrène. Je dis, d'abord, en 2022, on en fera moins de Docteur Gangrène, là, mais à l'époque, c'était ça. Sauf que ça a été découvert parce qu'on attendait tout le temps en studio, on attendait, puis Pierre-Albert était là, c'est mis trop scave que ça commençait de même. Fait que là, Pierre Rousseau trouvait ça drôle, il disait, on devrait faire un personnage. Finalement, Pierre-Albert faisait quelques personnages. Je fais une histoire courte, comme on fait parler de nous, la musique est bonne, puis vous mettez les hits le matin, c'est vraiment, puis on est vraiment top 40, un jingle américain de jam, puis tout. Fait que tu sais, ça sonne gros, mais finalement, on n'a pas une grosse équipe du tout. Puis Pierre-Albert, tout va bien, fait que là, les chiffres sont pas si mal. Ça, c'est le premier automne, donc. On a des chiffres qui démontrent même, on se rapproche de Robert Gillet, qui est peut-être à 50 000 à l'époque. Mettons qu'on était à 18 000. Et Choix FM, les grosses têtes se plantent. Mais nous autres, on a un bon départ. Mettons, je dis qu'on monte de 25-30 000, comme faut, mais on sent l'ébullition. Fait qu'on arrive au début 86. Pierre-Albert me rencontre un matin, il dit, lui était un producteur et il était un réalisateur de télé. Occasion extraordinaire, les Vancouver, 86, l'Expo mondiale, l'Expo de 86. Il dit, je peux pas manquer ça, on va faire sur un plateau d'argent, telle affaire. Là, sur le coup, sincèrement, là, si j'avais pu pleurer toute ma vie, je l'aurais fait là, parce que je me... Déprimé. Non, mais on était en partie, nous, on peut pas arrêter ça. Ouais.
Mais il y a eu, quand on dit dans la vie, t'as des chances ou des planètes alignées, là, c'est extraordinaire. Parce que là, j'ai eu besoin de Claude, Daniel Saint-Don, l'équipe de promo, qui était très forte au FM 93. Il y avait si je me rappelle bien, des gong shows à l'époque, des spectacles d'humour un peu partout en ville. Il y avait beaucoup d'improvisation. Alors, tout ça pour dire que sont arrivés, c'était drôle, 2 gars qui ont été repêchés par... Les bébites à patates. Oui, les bébites à patates, mais pas par moi. Mais... Moi, on m'a amené ces gens-là, parce que c'était les gens de la promo. Regarde, l'histoire, ce qui te manque, c'est simple. OK. Mais sans eux autres, là, je veux dire, c'est fini, Zou. On ne pouvait pas continuer. On n'avait pas le talent pour faire ça. Ouais. Je n'étais pas capable tout seul. Imaginez comment c'est venu gros après. André Chouinard, qui avait été le morning man le matin, avant JB, puis qui est parti à la fermeture. André, il vient à mon bureau une journée et il dit... J'ai été voir un spectacle à l'Université Laval hier au pavillon, je ne sais pas trop quoi. Il dit, j'ai littéralement fait dans mes culottes. Il dit, il y a un trio qui s'appelle les Bébites à patates. Il dit, je sais que tu cherches du monde actuellement. Faut que tu ailles voir ça. Je suis allé voir les Bébites à patates. Il était 3, Michel, Alain et un autre... Bruno Marchand, peut-être. C'est pas Bruno, parce que ça, c'est le maire de la ville, mais je cherche son nom. Malheureusement, je ne veux pas lui manquer de respect, j'oublie son nom. Il était très drôle. Moi, je devrais le savoir. Puis il faisait un personnage avec deux mandibules sur la tête. Là. Il était super drôle. Moi, j'ai dit, c'est là que ça me prend. J'ai vu après, évidemment. Je suis allé voir après. J'ai dit, venez nous voir. Ils sont venus nous voir. Puis là, la question, c'était, ça va-tu faire de la magie avec Gilles? Ça va-tu faire du feu? Et l'histoire démontre que ça fait... C'est mars-avril 86. Ah, oui. Au début, Gilles était très, très nerveux parce que Gilles, tu venais me voir tous les vendredis et tu disais, je suis pas sûr. Ben, c'est trop... Non, mais en même temps, je dis au gars... Oui, mais Claude... Oui, mais sauf que... Oui, avec raison. Parce que je voyais... Tout le monde nous parlait du zoo. Vous allez faire quoi? On savait pas plus que... Puis je me disais... Mais en même temps, Claude me disait, il faut que ça fasse. En voulant dire, on n'a pas d'autre option. Puis ils sont bons, les gars. Puis en plus, ils commençaient à me dire, peut-être Michel finissait son cours de droit. Puis Alain finissait son bac aussi. On était chanceux. Ils finissaient leurs études. Fait que finalement... Mais Alain était peut-être plus... Puis Pierre Albert nous a aidés malgré tout. Pierre Albert nous a convaincus. C'est ça, j'ai su ça après. Quand on a fait les 35 ans du zoo avec Alain et Michel, ils me l'ont raconté, cette affaire. Ça, je ne savais pas. Pierre Albert, à un moment donné, Alain est allé parler à Pierre Albert et Michel aussi, en disant, qu'est-ce que tu penses de Gilles Parent? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut penser faire une carrière avec lui, avancer avec lui, puis tout ça, Puis Pierre Albert, il dit, je vais vous dire exactement ce que je pense. Je pense que c'est un gars très intelligent. C'est un gars qui l'a... Je ne suis pas au courant de... Si Pierre Albert n'intervient pas, je ne suis pas sûr qu'il s'en vienne. Parce qu'il y avait des doutes. Ouais. Il y avait des doutes sur moi, effectivement, mais il disait c'est un homme orchestre, c'est un gars qui va être capable de vous aider, c'est un très bon DJ. Moi, ce qu'ils m'ont dit au début, quand ils ont commencé à travailler avec toi, puis que je disais, puis ça marche-tu? Il me disait textuellement, puis s'il était ici, je le dirais aussi, il me disait textuellement, il est clair qu'on n'a pas le même genre d'humour que Gilles, mais notre humour, combiné avec ce que Gilles fait en ondes, ça peut être de la bombe. La pieuvre, le orchestre, puis etc. Puis tu répètes ça. T'étais déjà excellent. Là, exactement. Ils ont dit... Pour faire ça, oui. Le tout est plus grand que l'ensemble des parties. Ça fait on va être meilleur tout le monde ensemble. On va y aller. Puis c'est ça qui a cimenté le trio. Puis quand on y pense après, le nombre de personnages qui ont été créés, tout ça, c'est complètement fou. Puis, je veux pas... On l'a fait, le tour du zoo avec Alain et Michel. Pour ceux qui veulent le retrouver, c'est dans mes podcasts aussi. Mais je veux vous dire aussi que dans la lignée de tout ce qu'on a dit sur le FM 93, il faut voir que le zoo également faisait des coups d'éclat. Il y a eu les 1er avril, le zoo dans l'eau, le zoo à Sault-Sainte-Marie, le zoo... Il y a beaucoup de choses qui ont été... Défilé de la Coupe Stanley, on ne peut pas oublier ça. Mais il y avait aussi, moi en tout cas, ce qui m'a marqué comme animateur, DJ et maniaque de radio, une des promotions les plus brillantes que j'ai eu la chance de faire, qui n'était pas mon idée, c'est les cabines téléphoniques. J'ai trouvé ça tellement... Ça a fait jaser, ça. C'est épouvant,able, ça a fait des accidents. Il n'y a rien que ça n'a pas fait. Spectaculaire. Je vais expliquer aux gens que des cabines téléphoniques, comme on en voit à Londres, parce que c'est cliché, les grandes rouges n'étaient pas rouges, il y avait des cabines téléphoniques. Aujourd'hui, avec les cellulaires, on parle de d'autres choses. Il faut y chercher quand on en cherche une, puis il n'y en a pas bien, mais il y en avait quand même une multitude à Québec. Alors, le principe était... On faisait sonner le téléphone à la dernière seconde. On ne pouvait même pas le dire d'avance, tellement que c'était malade. Et les gens coupaient, ils bloquaient la rue. Laissaient les autos dans le milieu du chemin pour les répondre. Plusieurs sont débarqués sans enlever ça du drive. Donc, ils ont fait des accidents. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Mais j'ai pensé vous faire entendre un extrait live. Comment ça se passait. Bonne idée. En tout cas, moi, là, je pense que je vais avoir encore des frissons à écouter ça. Okay. Cabine téléphonique. Au zoo, il est 8h20 maintenant. Attention, j'ai 293 $ à gagner.
C'est pas moi qui vais le gagner, par exemple. C'est vous qui allez gagner. Je vous souhaite bonne chance. On va signaler maintenant dans une cabine téléphonique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre FM 93, OK? Facile. Là, je sens que tout le monde est stressé dans les voitures, à la maison. Dans les cabines. Ça va sonner? On va attendre que ça sonne. On va attendre que ça sonne. Ça va sonner. Ah! Il y a une cabine téléphonique qui sonne. Et au bout de la ligne, vous n'avez qu'à répondre FM 93 et vous gagnez 293 $. Où ça? Au coin Jean-Dequin, boulevard Laurier à Sainte-Foy. Coin Jean-Dequin, boulevard Laurier, libre-service Esso à Sainte-Foy. Vite! Allez répondre FM 93, j'ai de l'argent à donner. Vite! Oh, ah, je sens que ça va sonner, je sens que ça va répondre, là. Je sens que ça va répondre. Je sens que ça va répondre. Pour répondre... 93, bonjour. Ouais, bonjour! Bonjour. Comment ça va? Va très bien, vous? J'espère que ça va bien, nous autres. Alors, vous nous devez 293 $, madame. Surprise! Êtes-vous contente? Oui, je suis contente. Quel est votre nom? Linda Tondreau. Linda? Tondreau. Linda, je suis tellement content, moi aussi. Là, je vais te demander quelque chose. Oui. Ça s'est peut-être jamais fait à la radio. Je vais te demander en mariage tout de suite. Mais Linda, tu peux pas refuser ça. Linda, hey, je manque d'argent, Linda, OK? Là, il faut absolument que tu marisses. Oui. Hey, dis-moi que t'acceptes. Hey, là. Hey, non, dis-moi que t'acceptes, juste pour le fun. Non. T'acceptes pas. Non, c'est parce qu'elle a vu Hey, juste ta pour le photo fun, dans les oui. covedettes. Non, pas pour le fun, pour vrai, on va se marier. Non, mais c'est pas parce que j'ai pas de cheveux, t'es pas correct. Mais je te souhaite une bonne journée. Oui, merci. J'espère que tu sauras bien dépenser le 293$. Puis l'invitation pour le mariage, les faire-part sont prêts. Ton nom, il reste juste à rajouter ton nom. Oui. Salut, bonne journée. Bonne journée. Salut, merci d'écouter numéro 1. Numéro 1. Mais tant qu'à faire, un dernier petit classique, si vous voulez bien, dont on me parle au moins 10 fois par année depuis ce temps-là. OK? On écoute ça ensemble, ici. Ce serait pour avoir mon nom, Jacques Bezos de Québec. Ce serait pour avoir une chanson de Def Leppard, Posen to Downgrade. 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 On avait fait du millage. Tu sais, quand Claude, tu disais, on faisait du marketing, on allait chercher, on profitait de chaque événement pour le monter en épingle. Lui, pour aller au bout de l'histoire, on a fait une parade sur la rue Cartier. On a fait avec les personnages J'écoute Bezo, refait au complet. On s'est rendu à son école avec Denis Langlois, les mobiles du FM 93. L'école a arrêté complètement. Façon de s'excuser. Bah oui, en plus. Puis les enfants, sa mère, ils sont venus manger à l'époque Pizzeria du Ville sur Cartier. Je me rappelle, les gens avaient une file comme s'il y avait une parade. C'était tellement fort, le zoo, c'était tellement fou. Vous n'étiez pas dans une décapotable, en Oui, ben le bazou. C'était pas le bazou à cette époque-là? Non, le bazou, il n'était pas décapotable, malheureusement. Mais moi, je me souviens, la fois où vous étiez allé au collège Marie... Jésus-Marie. Jésus-Marie. Ou Bellevue, un des deux. Jésus-Marie, un spectacle, boulevard, chemin Sillery. Écoute, un collège privé, les petites filles en robe 3/4 grise, le bazou arrive dans l'entrée du collège. C'est comme dans les films, là, qui part du chemin Saint-Louis puis qui roule jusqu'à... Et là, c'était... Comme les Beatles, tu sais, la vague de gens qui arrivaient en hurlant. Et je me souviens, j'étais sur le balcon. Je savais pas que tu étais là, mais écoute, c'est une des affaires les plus folles qu'on a vécues. J'étais sur le balcon avec la personne qui dirigeait l'école, la sœur, je sais pas trop quoi. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis sais-tu que pour Assumption Grad, tu sais pas ça, je vais te faire une révélation pour un scoop. Je participais à des comités du CRTC où des auteurs-compositeurs comme Mme Diane Juster venaient nous engueuler, as-tu compris, les radiodiffuseurs, pour nous dire qu'on corrompait l'esprit des jeunes Québécois et qu'on allait angliciser et imprégner la culture anglophone dans le cerveau des jeunes à cause de notre maudite musique. Et je lui faisais jouer ça, tout le monde se roulait par terre. Puis je disais, pensez-vous vraiment qu'on est ici en présence de quelqu'un qu'on vient d'angliciser? C'est tout ça que vous êtes en train de me dire? Bien, voyons. J'ai rivé son clou, tu compris, comme il faut. Elle est venue rouge, puis elle est sortie de la salle, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Parce que si tu n'as pas compris, puis tu dis,
Tu sais, t'es comme toi, Québécois, tu fredonnes, mais t'as aucune idée. T'as pas intégré la culture anglophone. T'as intégré une bonne chanson. Ce que les gens qui nous entendent, qui sont des artisans, ou connaissent des gens qui ont fait de la radio dans les années 80-90 et même aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont pas jaloux, mais qui auraient aimé travailler au FM 93 à l'époque. Puis je parle des années de la réouverture, je dirais, jusqu'à la fin du zoo, qui s'est fini un peu en queue de poisson. Mais vous savez, dans ma carrière, moi, j'ai un point commun avec tous mes départs. Ils ont toujours été catastrophiques partout où je suis allé. Alors, ça vous savez comment ça s'est terminé? Ça finit à quelle heure aujourd'hui? Il faut que tu comportes avant la fin. Non, aujourd'hui! On va te faire. Y a-t-il un autobus qui va frapper le studio? Il faut pas, mais je pense que ça va bien finir. Mais cette fois-ci. Mais on est en podcast, on n'est pas à radio comme tel, mais j'aime beaucoup l'observation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait ce désir d'à peu près tout le monde au Québec de travailler au FM 93. Dan, tu peux en parler? Moi, toi, tu as travaillé à Montréal ou... Tu as travaillé à Montréal? Oui, Dan Tremblay aussi. OK, bon. Non, mais tout le monde voulait travailler appliqué à la station. On avait un classeur à 3 étages. Et, tant que ça? Oui, de démos, de demandes pour travailler. C'est vrai, tu étais au programme, toi, tu le sais. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde du milieu qui m'ont haï. Parce que... Tu les avais pas pris. Non, exactement. Tout le monde voulait rentrer au FM 93. Et il y en a même un qui s'est prononcé là, dans une des premières publications que j'ai sur mon Facebook Dan Beaumont Archive et où j'ai fait tout simplement l'illustration du 573 000 auditeurs qu'il y allait avoir une rencontre dans peu de temps. Et il y en a un qui s'est mis à parler, puis il a dit que... il parlait contre Claude Thibodeau, puis il a comment dire, triché. Prenez un numéro. Triché. Veux-tu qu'on en parle? Que le 93 puisse devenir populaire, puis c'était facile, puis tout ça. Okay. À un moment donné, dans les discussions, je l'ai laissé aller. Je suis quand même très poli. Je laisse aller quelqu'un se ventiler. Et à un moment donné, il a avoué qu'il était frustré que je l'avais refusé, puis tu l'avais refusé toi aussi. Puis finalement, le lendemain, je dis OK, c'est correct, j'ai tout dit. Le lendemain, il parle de ton retour au 93 Matino Presto. Ah ouais. Puis là, j'espère que tu as oublié ça, Claude. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est très vif dans là, ma mémoire. Il disait que tu n'étais pas fin en ondes, puis toute la kit. Puis donc là, ça rend... j'ai trouvé des faciles. Mais c'est ça, tout ça pour dire que tout le monde, c'était incroyable. Mais quand une station a du succès, tu sais, moi, je me suis souvent fait casser les oreilles par des gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu parles souvent de la radio New York, puis t'es vedette qui était à la radio New York à l'époque. » Puis je leur dis, quand vous êtes dans une grande ville, qu'on le veuille ou non, il y a un processus d'élimination qui s'applique. Et « only the strong survive », comme ils disent. Ouais. Et quand tu es le gestionnaire d'une station qui est dans une grande ville puis qui a du succès, puis où tout le monde, comme Dan le dit, voudrait être, puis tu l'as mentionné, tout le monde voudrait faire partie de ça. Tu as une responsabilité qui est celle de garder l'entrée puis de dire seulement les meilleurs vont pouvoir, ou seulement ceux qui vont pouvoir apporter à l'équipe une contribution que nous n'avons pas à l'heure actuelle et qui serait importante pour nous. Et là, tu fais une petite place sur le banc, tu laisses rentrer un joueur qui comble ton besoin à l'aile gauche si c'est là où tu es le plus faible. Mais tu peux pas dire oui à tout le monde. Ça se peut pas. Ça marche bien. Et pour vous dire de l'importance, on va finir là-dessus, l'importance du Zoo et du FM 93, parce qu'à un moment donné, écoute, j'ai presque hésité en le disant, vous allez comprendre pourquoi. C'est arrivé à tellement d'employés du FM 93, c'est arrivé à la banque. Travaillez-vous à la station du Zoo ou travaillez-vous au Zoo, d'autres au 93? Le monde mêlait. Un bout de temps, c'était tellement fort, les deux. C'était comme deux entités qui représentaient la même chose, mais on pensait que tu travaillais au FM Zoo. C'était drôle, les gens mêlaient ça. La station du Zoo. Oui, la station du Zoo. Puis, évidemment, ce qu'on nous disait beaucoup, c'est dans les autos le matin, on sait que vous êtes fort, là. On se retourne à gauche, à droite, on regarde en arrière, tout le monde rit à la même place en même temps. Je me suis fait arrêter pour avoir passé un peu sur un feu jaune en bas de Charest, Saint-Sacrement, au coin... Jaune-orange? Oui, au coin Boiteau, un jeudi soir, dans le gros trafic, 2 policiers de la Ville de Québec qui me collent. J'avais un détecteur de radar accroché après mon pare-soleil, puis il était allumé, puis c'était illégal. Le policier, il se penche, puis il dit « Oh! » Il arrache ça, il part, permis de conduire, on va s'asseoir dans son char, il commence. 2 minutes après, il revient, il dit « T'es-tu chose à radio? Thibodeau, 93? » Oui. Il m'a redonné le détecteur de radar, m'a redonné mes licences, puis il dit « Fais attention. » Tu sais, je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, il disait, je suis chum avec Marc Landriot, qui travaillait à la discothèque. Il dit, c'est un de mes amis, je ne sais pas trop, il connaît. Alors, il y avait clairement une fierté. Un élément de fierté ou d'adhérence d'être dans le club. Il n'y a jamais pu, de l'histoire, un policier qui a fait des passe-droits depuis ce temps-là. Ça a été la dernière fois. Il y a une chanson qui est devenue l'hymne national de l'émission du matin au FM 93, qui, par moment,
était la plus jouée dans les bars, parce qu'il y avait une version dance de cette tune-là, de J'écoute le Zoo. C'est en 80, je ne sais même plus si c'est 86 ou 87. 86, bon. Ouais. En 86, donc, ça a été la chanson qui était la plus jouée. Dans les bars, on arrivait, puis ça jouait au moins une fois à l'heure. L'hymne national. Je ne sais pas comment on jouait ça. Combien de fois qu'on jouait ça par jour, nous autres? Est-ce qu'on le jouait juste le matin? Pas tant que ça. OK, c'était juste le matin, donc. Ça jouait le matin. On le jouait à quelques occasions, mais tu sais, c'était pas heavy rotation. Ça n'a jamais délogé Jump de Van Halen. Oh, t'es pas fin. Non. Je pensais que oui. Je pensais que ça... dans la fréquence, j'entends. Merci, Dan Beaumont. Merci, Claude, d'être venu. On va se laisser avec le fameux hymne national J'écoute le Zoo, avec les personnages. Une des tunes dont on nous parle encore pas mal. Merci d'être passé. Et on rappelle qu'on était là pour les 573 200 auditeurs. Et combien de minutes de parole? Merci, les gars. Salut. Vive le rock, Hervé Métal, le talent de Julien Raisin. On commence bien la journée. Oh, the wonderful zoo. Hey, quand Québec se réveille, c'est fou, c'est le zoo. La vie n'est plus pareille. Avec la radio, on sourit toute la journée. On peut plus s'en passer. Écoute le zoo, hey, c'est belle. Ah la 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 radio, écoute le zoo. On check it out, par ça. C'est positif au 93. Allô, TG, c'est Harry, salut. Allô, petit bébé. Donne avec à Julien. Nous autres, dans notre garage, on écoute parents. En deux têtes de Bering puis des gasquettes de Winchester. Salut, c'est métal quand j'écoute le zoo. Je décolle. Ce soir, nous allons danser. Le zoo, c'est country. You're listening to the zoo, the wonderful zoo. Ici comme les chaussons, vous jette, je jette au zoo. Le matin de bonheur.